Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager, et laissez-nous un commentaire. Le palais n'avait jamais semblé aussi vaste, aussi public, et aucun schisme ne se dressait devant le miroir qui s'étendait jusqu'au sol dans les nouveaux appartements royaux. Ce n'était plus l'aile des domestiques, mais une pièce majestueuse décorée d'or et de bleu doux, avec de délicats rideaux tissés à la main et un balcon donnant sur le jardin de la fontaine. Pourtant, malgré son opulence, elle se sentait étrangement étouffée. Depuis qu'elle avait accepté la demande en mariage du prince Tibina, sa vie avait basculé d'une manière inattendue. L'attention était constante. Son nom était désormais omniprésent sur les blogs, les rubriques People et les journaux télévisés. Elle avait suivi des cours d'étiquette auprès de conseillers royaux qui corrigeaient l'inclinaison de sa tête, la courbe de son sourire, le ton de sa voix. Ses vêtements, autrefois simples et librement choisis, étaient désormais choisis par une équipe. Nora ne pouvait même pas arpenter les couloirs du palais, sans que des jugements chuchotés ne traînent derrière elle comme une cape. Pour le public, elle était un conte de fées. Pour le personnel, elle perturbait la hiérarchie. Et pour elle-même, elle était une femme qui essayait de ne pas se laisser submerger par les attentes. Malgré tout cela, Nora souriait et se tenait fière lors des apparitions publiques, tenant la main de Tibina lors des événements royaux, saluant les fans en adoration et répondant aux questions des journalistes. Elle était devenue le visage de la royauté moderne, un symbole de changement. Mais à quel prix? Dans les moments de calme, une fois le maquillage essuyé et les robes accrochées, elle s'asseyait à son bureau et contemplait les vieilles lettres des enfants de ses centres de jeunesse. Elle lui rappelait qui elle était vraiment, une femme qui avait autrefois nettoyé les sols du palais, mais qui n'avait jamais perdu son enthousiasme pour le service. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment de perdre une partie d'elle-même en échange de l'approbation de la société. Même sa relation avec Tibina, pourtant solide, était désormais soumise à la pression constante de la perfection. Elle se demandait si l'amour pouvait vraiment survivre à une telle exigence. La reine-mère s'était montrée cordiale, mais froide depuis les fiançailles. Bien qu'elle ne s'opposât plus ouvertement à l'union, elle fit clairement comprendre que Nora avait encore un long chemin à parcourir avant d'être acceptée. Un matin, Nora fut convoquée dans les appartements de la matriarche royale. Là, la reine-mère lui remit un épais dossier contenant les traditions, les rituels et les attentes d'une consort royale. « Lisez-le, mémorisez-le. Vivons-le, dit-elle d'une voix sèche et posée. Cette famille a survécu pendant des siècles parce que nous connaissons la différence entre amour et héritage. » Nora accepta le paquet avec grâce, mais repartit avec une tempête dans la poitrine. Elle n'avait aucune envie de s'effacer pour entrer dans un moule. L'idée même de devenir quelqu'un d'autre, de se taire, la terrifiait. Mais pour Tibina, pour la vie dont elles rêvaient ensemble, elle essaierait de trouver un équilibre entre la jeune fille qu'elle était et la femme qu'elle devenait. Le prince Tibina arpentait la salle de réunion royale, documents en main, écoutant à peine les mises à jour de ses conseillers sur les politiques en cours. Depuis l'annonce de ses fiançailles, son emploi du temps était surchargé, avec d'innombrables réunions, apparitions et séances de planification. Tout le monde attendait de lui le symbole de l'évolution royale, un jeune prince incarnant à la fois tradition et progrès. Mais Tibina ne s'inquiétait pas des politiques ni des rumeurs du conseil. Il se souciait de Nora. Elle avait changé, ou plutôt, le palais avait commencé à la transformer. Bien qu'elle souriait en public, Tibina remarqua la tension dans ses yeux, la fatigue qu'elle tentait de dissimuler. Il la connaissait suffisamment pour deviner le combat intérieur qu'elle menait, entre rester fidèle à elle-même et répondre aux lourdes attentes d'une future épouse royale. Il aspirait à la protéger de tout cela, mais même lui n'était pas à l'abri des exigences de la couronne. Nora avait commencé à décliner les invitations au déjeuner et aux séances de formation au palais, prétextant des maux de tête ou des engagements antérieurs. Tibina remarqua qu'elle devenait plus silencieuse au fil de leur conversation. Lorsqu'il la confronta gentiment à ce sujet, elle sourit, lui prit la main et dit « Je vais bien, Tibina. J'essayais juste de trouver mes marques. » Mais il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Plus tard dans la semaine, il entendit une femme de chambre chuchoter que Nora avait été vue s'échappant du palais dans une voiture-avion, portant un foulard et des lunettes de soleil. Piqué par la curiosité, Tibina arrangea une pause dans son emploi du temps et la suivit discrètement, pour finalement la découvrir dans l'un de ses centres de jeunesse, dans un quartier calme d'Inugu. Elle se tenait au milieu d'un groupe d'adolescents,
riant tout en les aidant à peindre une fresque murale communautaire. Pour la première fois depuis des jours, ses épaules étaient détendues. Ses yeux pétillaient. Tibina ne l'interrompit pas. Il resta simplement là, à regarder la femme qu'il aimait être elle-même. Ce soir-là, lors d'un dîner privé au jardin, Tibina lui demanda pourquoi elle ne le lui avait pas dit. Nora hésita avant de répondre. Parce que je ne voulais pas qu'on me dise que je ne pouvais pas venir. Ce centre fait partie de moi, Tibina. Je porte peut-être de l'or maintenant, mais mes racines sont toujours faites de terre. Si je perds ça, je perds tout. Tibina tendit la main par-dessus la table et la prit. Alors, ne t'arrête jamais. Sois la Nora qui a transformé ce palais avant même qu'ils ne s'en rendent compte. À cet instant, ils firent le vœu silencieux de ne pas laisser la couronne engloutir leur essence. Mais tandis qu'ils observaient la lune se lever sur les murs du palais, tous deux comprirent que préserver l'un l'autre et leurs identités constituerait le plus grand défi à ce jour. Alors que Nora commençait à s'habituer à sa double identité, épouse le jour, directrice du programme Jeunesse la nuit, une tempête venue du passé frappa à sa porte. Une information anonyme envoyée à un blog très médiatisé accusait Shiv Kishon, son père, d'avoir manipulé des fonds royaux sous un autre pseudonyme, affirmant n'avoir jamais été véritablement blanchi. Le message comportait des relevés bancaires falsifiés et de prétendus témoignages. En quelques heures, il s'est répandu en ligne, avec des hashtags comme « scandale royal »,« mensonge de la servante », en tête des classements. Bien que Nora ait tenté de garder son calme, la campagne de diffamation l'a secouée. Elle ne s'était même pas remise d'avoir appris à quel point les ragots du palais pouvaient être percutants. Et voilà que le nom de son père, une fois lavé, était à nouveau traîné dans la boue. La reine-mère, lisant le tabloïd au petit-déjeuner, ne perdit pas de temps pour convoquer Nora dans ses appartements. J'espérais que le passé était réglé, mais il semble que les fantômes ne soient pas si faciles à enterrer, dit-elle froidement. Nora défendit son père avec véhémence, affirmant que l'affaire était close et les accusations réfutées. Mais la reine-mère resta implacable. Dans cette maison, la perception peut être plus dangereuse que la vérité, dit-elle en posant sa tasse de thé. Et nous devons enquêter à nouveau, non seulement pour le bien de votre père, mais aussi pour l'intégrité du trône. Tibina entra pendant l'échange et prit sans hésitation le parti de Nora. Rouvrir une blessure morte sur la base de rumeurs n'est pas juste, a-t-il déclaré. Mais la reine est restée ferme, affirmant que le Conseil exigerait une enquête officielle sous la pression de l'opinion publique. L'atmosphère s'est refroidie et, pour la première fois depuis les fiançailles, le lien entre la famille royale et Nora s'est senti véritablement menacé. Comme si le stress ne suffisait pas, Nora a commencé à recevoir des messages anonymes haineux l'accusant d'avoir menti pour accéder à la royauté. Certains suggéraient que ses fiançailles faisaient partie d'une longue arnaque. D'autres exigeaient sa démission de l'initiative jeunesse qu'elle avait lancée. Tibina a tenté de rallier l'opinion publique par une déclaration de soutien à elle et au chef Kishon, mais les dégâts avaient déjà commencé. Des paparazzis campaient devant ses bureaux. Les membres du conseil se sont éloignés. Obiora, l'intendant toujours silencieux, lui rendit visite un soir avec un dossier rempli de noms. « Cet homme travaillait au palais », murmura-t-il. « Il s'est brouillé avec ton père à propos d'un contrat, il y a des années. Je pense qu'il est derrière tout ça. » Nora plissa les yeux. Le passé n'avait pas simplement refait surface, il avait été ressuscité intentionnellement. Et quelqu'un, quelque part, voulait encore l'avoir échoué. La tension au palais atteignit son paroxysme. Chaque repas ressemblait à une guerre silencieuse, la reine-mère Ifeoma adressant à peine la parole à Nora et concentrant la plupart des discussions sur les affaires du palais. Tibina, autrefois médiateur calme, était visiblement frustré. Il défendit Nora lors des réunions du conseil, contesta les suggestions de la reine de l'isoler et rappela publiquement que l'innocence jusqu'à preuve du contraire avait toujours du poids. Mais sa position eut un prix. Les membres de la famille royale commencèrent à murmurer à propos de son jugement compromis. La presse se demanda si l'amour n'avait pas aveuglé le futur roi. Et pire encore, le fossé entre la mère et le fils se creusa jusqu'à devenir presque irréparable. Un après-midi, lors d'une réunion du conseil, Tibina frappa l'accoudoir de sa main et dit « Si l'aimer signifie que je ne suis pas digne du trône, alors peut-être n'étais-je pas fait pour porter la couronne. » Le silence se fit dans la salle. Nora, entendant Tibina s'isoler de plus en plus, commença à se culpabiliser. Elle n'arrivait pas à dormir. Chaque fois qu'elle voyait Tibina stressée ou entendait des murmures du personnel qui passait,
La culpabilité la rongeait. Une nuit, elle se tenait sur le balcon du palais, contemplant les lumières de la ville en contrebas, se demandant si elle devait partir. Non pas qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle l'aimait. Elle savait ce que cela lui coûtait de la protéger. Le palais n'était pas seulement des murs et des titres, c'était un héritage, et elle commençait à craindre que sa présence n'en érode les fondations. Elle rédigea une lettre ce soir-là, adressée à la reine-mère et à Tabina. Elle y exprimait son amour et sa gratitude, mais aussi sa volonté de se retirer jusqu'à ce que son père soit à nouveau innocenté. Avant qu'elle puisse la lui remettre, Tabina la trouva assise dans la chapelle, la lettre serrée à la main. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle, prit la lettre et la déchira. « On ne s'en va pas quand les choses se corsent, murmura-t-il. Tu ne l'as pas fait quand tu frottais les sols, et tu ne le feras pas maintenant. » Elle plairait contre son épaule, bouleversée par tout. Le palais était divisé. Le peuple était incertain. La reine-mère était implacable. Mais dans cette pièce silencieuse et éclairée aux bougies, une chose demeurait inébranlable, leur amour. Et il faudrait qu'il soit suffisant pour les porter à travers les tempêtes à venir. Le centre de jeunesse d'Ajani était censé être un havre de paix, un lieu d'espoir, où le parcours de Nora avait inspiré des centaines de jeunes à rêver au-delà de leurs conditions de vie. Mais ce matin-là, les murs du centre étaient couverts de graffitis et une foule de manifestants en colère se tenait devant, criant à Nora de quitter ses fonctions dirigeantes. Une vraie chercheuse d'or. Famille de fraudeurs. Tu n'y appartiens pas. Les pancartes sont tranchantes comme des couteaux. Nora arriva au milieu du chaos, le cœur serré à cette vue. Ce qui la blessa plus que les mots, ce furent les regards des adolescents qui les observaient par les fenêtres, confus et effrayés. Elle sortit calmement de la voiture, les épaules droites, et dépassa la foule sans broncher. Mais intérieurement, elle avait l'impression qu'elle se serrait la poitrine. En coulisses, l'ancien palissadien, qui avait autrefois travaillé sous les ordres du chef Kisholm, tirait les ficelles, alimentant les médias et le mécontentement du public en mensonges. Il s'appelait Desmond Darrow, un homme dont le contrat avait été résilié des années auparavant pour malversation financière. Une décision prise par le père de Nora pour protéger l'intégrité du palais. Desmond ne lui avait jamais pardonné. Maintenant, face à l'instabilité politique du palais et au scepticisme de la reine-mère qui alimentait les tensions, Desmond vit l'occasion de se venger. Nora, cependant, en avait assez. Elle fit irruption dans son bureau, situé dans une suite privée d'un cabinet de conseil en relations publiques qui avait récemment entrepris de rebaptiser des fonctionnaires disgraciés. « Vous jouez avec le feu ?» dit-elle d'une voix basse mais ferme. Desmond eut un sourire narquois. « Non, je ne fais que révéler la vérité, ta vérité. » La confrontation s'est terminée par le serment de Nora de révéler ses mensonges. Plus tard dans la nuit, Nora est revenue au palais, épuisée. Elle trouva Obiora qui l'attendait dans le couloir, un dossier à la main. Il avait fouillé dans des archives, des relevés d'emploi, des registres de dépenses, des rapports de sécurité. « Je crois que c'est ce que vous cherchez, » dit-il en lui tendant le dossier. À l'intérieur se trouvaient les procès-verbaux du licenciement de Desmond, des témoignages d'employés et un rapport d'audit signalé comme ayant mystérieusement disparu des années auparavant. Il avait soudoyé quelqu'un pour que cela soit caché, ajouta Obiora. Les mains de Nora tremblaient en feuilletant les pages. La vérité avait toujours été là, enfouie, mais jamais effacée. Avec une détermination renouvelée, elle savait que le moment était venu de révéler les preuves. Elle allait non seulement laver le nom de son père, mais aussi démasquer l'homme qui avait instrumentalisé son passé pour attaquer son avenir. La salle du conseil privé bourdonnait de murmures. Les anciens du palais, les conseillers royaux et certains membres de la presse attendaient avec impatience l'ouverture de la séance par la reine Mary Feoma. L'objectif était de répondre aux nouvelles allégations contre le chef Kisholm. Nora, assise à côté de Tebena, sentait tous les regards se porter sur elle. Son père, assis tranquillement au fond, affichait une dignité malgré la tension. Le cœur de Nora battait fort dans sa poitrine, mais elle se leva lorsqu'on l'appela, un dossier chargé de preuves à la main. Elle ne parlait pas comme une femme implorant la rédemption de son père, mais comme une femme armée de faits. Ce conseil a autrefois accepté la vérité sur la base de preuves insuffisantes. Aujourd'hui, je reviens avec la vérité qui avait été enterrée, et je vous demande d'écouter avec équité, et non avec crainte. La salle se transforma tandis qu'elle étalait les documents. Le dossier d'emploi de Desmond, les pistes d'audit, les témoignages retrouvés. Puis survint le rebondissement inattendu, un ancien greffier du palais, aujourd'hui à la retraite,
s'avança. Il était le témoin surprise, sa conscience finalement plus forte que sa peur. J'ai été payé pour effacer ces traces. Avoual home, la voix tremblante. Je savais que c'était mal. Mais à l'époque, Desmond avait menacé ma famille. Cet aveu était comme un coup de poignard dans le vacarme. Le silence s'abattit sur la pièce. La reine-mère, autrefois stoïque, se laissa lentement aller en arrière, l'air indéchiffrable. Tebena tendit la main et la serra, son silence l'encourageant plus que les mots. La décision finale fut prise après une brève délibération. Le conseil juridique du palais a publiquement exonéré le chef Kisholm de tout acte répréhensible, publiant une déclaration officielle aux médias nationaux. Des acclamations ont retenti dans les centres de jeunesse de Nora à travers l'État. La nouvelle s'est rapidement répandue, devenant la nouvelle des réseaux sociaux sous le hashtag Justice for Kisholm. Nora pleura, le soulagement la submergeant, et des sanglots sourds et tremblants la parcoururent tandis que son père se levait et la serrait fort dans ses bras. « Tu n'as jamais cessé de te battre pour moi » murmura-t-il. Nora regarda Tebena, qui sourit fièrement, puis se tourna vers le conseil. « Que cela nous rappelle, dit-elle, que la vérité peut céder sous la pression, mais qu'elle ne se brise jamais. » La reine-mère ne parla pas ce jour-là, mais son regard persistant indiqua à Nora que quelque chose de plus profond avait changé, quelque chose qui ne pouvait être facilement effacé. Le palais organisa un petit banquet pour honorer la réputation restaurée du chef Kisholm, mais pour Nora, la soirée fut douce amère. Tandis que le public célébrait et que le personnel la traitait avec un respect retrouvé, la reine-mère resta réservée. Elle adressa quelques mots de félicitations, mais conserva un ton formel et un regard distant. Nora comprit clairement que la reine n'était pas entièrement convaincue de sa place. Le conseil avait accepté sa victoire, la presse lui avait apporté son soutien et Tebena rayonnait de fierté. Mais au cœur du palais, il subsistait des murs qu'elle n'avait pas encore brisés. Malgré tout, Nora souriait, reconnaissante de la justification de son père et du changement d'opinion publique. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre pour une pleine acceptation était loin d'être terminée. La semaine suivante, Nora est retournée à son principal centre de jeunesse pour prononcer un discours public. Vêtue d'une simple robe en cara, elle s'est présentée devant des centaines d'étudiants, de parents et de sympathisants qui craignaient autrefois que son association avec la royauté ne l'éloigne d'eux. Ce lieu, a-t-elle déclaré avec émotion, n'est pas seulement un bâtiment, c'est le cœur battant de chaque rêve qui refuse de s'éteindre. Son discours a été retransmis en direct et largement diffusé. Pour la première fois depuis ses fiançailles, l'opinion publique lui était pleinement favorable. Ses partisans ont commencé à la surnommer la « princesse du peuple », un surnom qui est resté et a attendri bien des cœurs endurcis. Même certains anciens du palais, qui avaient autrefois douté d'elle, commencèrent à reconnaître en privé son courage et son dévouement. Mais alors que la paix commençait à s'installer, une nouvelle présence arriva au palais. Le cousin de Tsar, Lê Adeniran, un jeune homme d'affaires et diplomate à la langue bien pendue et au charme magnétique, fut invité par la reine-mère pour un séjour prolongé. Lê était tout ce que Nora n'était pas, bien que né dans un cercle d'élite, doté d'un protocole raffiné et d'une ambition farouche. Il ne cachait pas son désir d'influencer la politique royale. Dès son arrivée, il commença à étudier la dynamique entre Nora et Tabina. Il souriait trop souvent, faisait des compliments qui semblaient répétitifs et s'empressait de charmer la reine avec des anecdotes sur la façon dont les traditions peuvent être préservées, même dans l'amour moderne. Nora remarqua immédiatement sa présence et perçut la menace, non pas celle d'une romance, mais celle d'une manipulation. Lê était venu avec un but, et Nora savait que ce but n'était pas innocent. Lê s'intégra à la vie du palais plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Il devint un habitué des réunions du conseil, prodiguant des conseils stratégiques sur le développement régional. La reine-mère semblait rayonner en sa présence, louant souvent sa perspicacité et incitant gentiment Tabina à apprendre quelque chose de lui. Tabina tolérait le charme de Lê, mais restait sur ses gardes, surtout lorsqu'il remarqua que ce dernier trouvait souvent des moyens subtils de remettre en question le rôle de Nora dans les affaires du palais. La fiancée d'un prince devait-elle être aussi visible dans les programmes nationaux? Demanda Lê un jour, au cours d'un dîner. La remarque avait été déguisée en curiosité, mais Tabina avait perçu le défi caché. Nora resta silencieuse pendant la plupart des remarques passives de Lê, préférant l'observer et répertorier ses actions. Elle savait que les hommes comme lui étaient ambitieux,
politisé et dangereux quand il s'ennuyait. La reine-mère, peut-être sans le savoir, était entrée dans le jeu de lait. Elle a commencé à suggérer de nouvelles initiatives, contournant subtilement le leadership de Nora. Lorsque Nora a proposé un programme de jeunes ambassadeurs impliquant des déplacements et une présence médiatique, la reine a laissé les formuler son avis. « Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne la diplomatie », a-t-elle déclaré. Nora serra les dents, mais resta calme. Les proposa de co-diriger l'initiative, en guise de soutien. Tabina, sentant la tension monter, prit Nora à part ce soir-là. « Il te tend un piège, dit-il. Et tout le monde regarde si tu vas mordre. » Nora répondit d'un ton feuillet, « Je ne mordrai pas, mais je veillerai à ce qu'il se laisse séduire le moment venu. » Lé a finalement pris la parole lors d'une table ronde organisée au palais, retransmise en direct. Nora devait parler de l'inclusion des jeunes, mais Lé est intervenue à plusieurs reprises, réorientant la conversation, la corrigeant même à un moment. Le public a remarqué la dynamique. Les réseaux sociaux ont été saturés de débats. Les cherchait-il à affaiblir Nora? Le palais était-il à nouveau divisé? Après l'événement, Tabina a confronté Lé en privé. « Tu peux tromper les autres avec ton éloquence, mais ne prends jamais mon silence pour une approbation, » prévint-il. Lé eut un sourire narquois, mais la menace était claire. Plus tard, Nora se tenait devant son miroir et murmura à son reflet. « Ils ne me mettront pas dehors. Ma place est ici. » Elle n'était plus seulement la fiancée du prince. C'était une meneuse, éprouvée, endurcie et prête à affronter la suite. Dans le silence de son bureau, le prince Tabina contemplait son reflet dans la large baille vitrée donnant sur les jardins à l'est. Bien que le scandale soit passé et que son soutien à Nora n'ait jamais faibli, quelque chose en lui commençait à s'agiter. Le poids de la couronne, les attentes, le jugement, les peurs inexprimées pesaient plus que jamais. Les membres du conseil insistaient de plus en plus sur la tradition, lui suggérant de se retirer si son cœur continuait à s'opposer à son devoir. Et maintenant, les gagnant les faveurs du palais, Tabina commençait à se demander s'il était vraiment qualifié pour diriger. Nora avait affronté chaque situation avec grâce, mais le doute s'insinuait dans son esprit. Était-il suffisant pour elle? Était-il encore l'homme qui tenait son cœur tout en tenant un royaume entre ses mains? Pendant ce temps, Nora était célébrée dans tout le pays. Son récent discours devant les dirigeants régionaux sur l'autonomisation des jeunes lui avait valu un National Leadership Award, une distinction qui lui avait valu un grand retentissement médiatique et l'admiration du public. Elle souriait lors des interviews et remerciait son équipe, mais même elle percevait le changement de ton. Si certains ont loué sa ténacité et sa vision, d'autres l'ont accusée d'être devenue trop puissante et trop visible. Les rumeurs ont fait la une des journaux. Le norachisme est-il la prochaine force politique du Nigeria? Certains l'ont qualifiée d'ambitieuse, un mot qui, appliqué aux femmes, a toujours ressemblé à un avertissement plutôt qu'à un compliment. Pourtant, Nora se tenait droite. Elle avait parcouru un trop long chemin pour reculer. Mais lorsqu'elle revint au palais après la cérémonie de remise des prix, Tabina ne l'accueillit pas avec sa chaleur habituelle. Ses félicitations furent brèves. Son sourire, distant. Le fossé entre eux n'était pas fort. Ce n'était pas cruel. C'était subtil, des réponses tardives aux textos, des dîners manqués, des pensées non exprimées dans les espaces partagés. Nora essayait de le joindre, mais Tabina devenait chaque jour plus silencieuse, enfouie dans ses obligations royales et ses doutes. Il regardait Nora s'épanouir publiquement, et même s'il en était fier, une part de lui se demandait si leur chemin ne s'éloignait pas peu à peu. Au lit, le soir, ils étaient allongés côte à côte, mais à des années-lumière l'un de l'autre. Nora ressentait elle aussi ce changement. L'homme qui la poursuivait autrefois dans les couloirs, qui lui embrassait la main quand les mots lui manquaient. Mais comment le faire revenir alors qu'elle aussi était en train de changer? L'amour n'était jamais le problème. C'était tout le reste, l'héritage, la pression, la peur de se perdre en essayant de se raccrocher l'un à l'autre. La dispute avait commencé pour une broutille, un dîner retardé, un appel manqué. Mais derrière ces griefs insignifiants se cachaient des semaines de tension non résolues. La voix de Nora se brisa lorsqu'elle accusa Tabina de l'avoir repoussée. « Tu crois que je ne remarque pas la distance ?» rétorqua-t-elle, le regard vitreux. « Tu crois que je ne le sens pas quand tu passes devant moi, comme si j'étais une étrangère avec qui tu partages un château ?» Tabina, fatiguée et épuisée, répondit avec une colère sourde. « Parce que je me noie, Nora. Et chaque fois que j'essaie de t'atteindre, j'ai l'impression de perdre l'air. Tu t'élèves,
et moi, je tiens le coup. Le silence s'installe, épais et suffocant. Les murs du palais, autrefois lieu de guérison et de rire, étaient devenus le champ de bataille de leurs insécurités. Ce soir-là, Nora prépara un petit sac et partit pour sa ville natale, laissant un court mot à Tabina. J'ai besoin de temps pour me rappeler qui je suis hors de ces murs. Peut-être qu'alors je me souviendrai comment aimer comme il se doit. Le trajet jusqu'à Humidum fut silencieux, à l'exception du bourdonnement de ses pensées. Lorsqu'elle arriva chez son père, le chef schisme l'accueillit à bras ouverts, sans poser de questions. L'odeur des vieux livres et de la soupe aux arachides emplissait l'air, et Nora se sentit respirer pour la première fois depuis des semaines. Elle parcourut les champs où elle jouait enfant, parla aux femmes âgées au marché et renoua avec l'essence même de qui elle était. Cela lui rappela qu'elle avait autrefois trouvé un but et la simplicité, avant les trônes, avant les couronnes. De retour au palais, Tabina était un homme perdu. Il évitait les questions de sa mère, ignorait les invitations du conseil et passait des heures dans le bureau privé de son défunt père, un endroit où il n'était pas entré depuis des années. Il ouvrait des journaux poussiéreux et lisait les lettres manuscrites que son père avait écrites avant son décès. Une chose en particulier l'a frappé, à savoir que la couronne porte le poids de nombreuses vies. Mais l'amour, c'est ce qui rend tout plus léger. Choisis l'amour, même s'il te fait peur. Les larmes montèrent aux yeux de Tabina lorsqu'il réalisa ce qu'il avait fait, s'éloignant de la seule personne qui rendait ce fardeau supportable. Cette nuit-là, sous la douce lueur lunaire du palais, il prit une décision. Il se battrait, non seulement pour le trône, mais aussi pour la femme qui l'avait aidé à le mériter. Nora se tenait devant un groupe d'adolescents au centre de jeunesse qu'elle avait construit de toutes pièces dans son village, parlant de détermination et de résilience. Elle n'avait parlé à personne des tensions au palais, et pourtant la vérité pesait lourd dans chaque mot. Parfois, il faut s'éloigner du bruit pour entendre à nouveau son propre cœur battre, dit-elle d'une voix assurée. Sous les applaudissements du public, elle se tourna vers l'entrée et se figea. Là, debout sur le seuil, vêtu d'un cafetan blanc immaculé, se tenait le prince Tabina. Sa présence réduisit la foule au silence. La salle retint son souffle. Puis il s'avança, le regard dur, et lui prit délicatement le micro des mains. Il ne s'adressa pas d'abord à la foule. Il ne regardait qu'elle. Je me suis perdu en essayant d'être ce que tout le monde attendait, Nora. Et ce faisant, j'ai failli te perdre. Mais debout ici, à vous regarder avec ses enfants, à vous regarder être vous-même, je sais maintenant que je n'ai pas besoin d'un trône pour diriger. J'ai besoin de vous. Il se tourna brièvement vers la foule. Votre princesse m'a rappelé ce qu'est le leadership. Et je suis venu lui dire que je n'étais pas seulement fier d'elle, je l'admirais. Les applaudissements ont fusé, et certains élèves, les larmes aux yeux, ont immortalisé l'instant sur leur téléphone. Mais Nora n'entendit rien. Ses yeux ne quittèrent pas ceux de Tabina, et dans ceux-ci, elle vit l'homme dont elle était tombée amoureuse. Pas le prince. L'homme. Après l'incident, ils se promenèrent dans le village. Ils se tinrent la main en silence, évoquant leurs douleurs, leurs peurs, leurs espoirs. Nous laissons le monde entrer dans notre amour, dit doucement Nora. Ne refaisons pas ça. Tabina hocha la tête. Construisons des murs que nous seuls pouvons ouvrir. Cette nuit-là, Nora retourna au palais, non pas comme une femme contrainte de rentrer, mais comme une femme choisissant de rester. De la fenêtre de sa chambre, la reine-mère Iphéoma les regarda revenir. Elle ne parlait pas. Elle ne fronçait pas les sourcils. Pour la première fois, elle observait simplement. Et quelque part au plus profond d'elle-même, quelque chose s'adoucit. Le palais bourdonnait de vie à nouveau. Mais cette fois, l'énergie était différente. Nora était revenue plus forte, plus aimée du public et plus claire que jamais. Tabina, renouvelée par son cheminement intérieur, commença à mettre en œuvre des changements discrets mais résolus. Ensemble, ils proposèrent un nouveau plan audacieux. Former un comité de réforme de la jeunesse du palais, visant à développer durablement la communauté et à former des dirigeants. Le conseil hésita d'abord, mais le vent tourna en faveur de Nora. Les sondages la désignaient comme l'une des jeunes femmes les plus influentes du pays. Le peuple s'était exprimé et l'avait choisie. Lorsque le conseil a finalement approuvé la motion, Nora a été nommée coprésidente. L'annonce fut faite en direct, et les acclamations à l'extérieur des portes du palais furent assourdissantes. À l'intérieur, le personnel, qui l'évitait autrefois, la salua désormais avec un respect sincère. Obiora, toujours aux aguets, la trouva un soir dans la roseraie.
Tout est sens différent, demanda-t-il. Nora sur Dousement. Je ressens la même chose. Il lui tendit une enveloppe scellée. Il était temps de voir la suite. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle à un grand événement, une célébration discrètement planifiée par la reine-mère elle-même. Le sceau d'or portait les armoiries du palais et les mots, une union d'héritage et d'amour. Le cœur de Nora fit un bond. Était-ce possible? La reine était-elle enfin prête à lui donner sa bénédiction? Tabina la rejoignit plus tard sous la voûte du jardin. Ils étaient assis sous les étoiles, les doigts entrelacés, leurs rêves murmurés à voix basse. « Nous reconstruisons quelque chose de nouveau, dit-il. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous regardent. » Nora hocha la tête. Autrefois, elle était la jeune fille qui nettoyait les sols du palais, portant le fardeau de son père sur son dos. Maintenant, elle se tenait aux côtés de l'homme qu'elle aimait, non comme un ornement, mais comme une égale. La restauration ne concernait pas seulement la réputation ou le rang, mais aussi le cœur, l'identité et la mission. Et tandis que le vent charriait leur rire sur la pelouse du palais, il était clair que le plus dur était derrière eux. Mais le plus beau ne faisait que commencer. La longue table ovale brillait sous la lumière dorée du lustre, et autour d'elle étaient assises quelques-unes des voix les plus influentes du royaume, anciens du conseil, conseillers royaux et chefs traditionnels influents. Nora avait autrefois arpenté ces couloirs en tant que servante, sa présence étant alors passée inaperçue. Mais aujourd'hui, lorsqu'elle entra dans la salle en tant que coprésidente du comité de réforme de la jeunesse du palais, les têtes se tournèrent. Des murmures dansaient entre ses lèvres. Elle portait un héros élégant et moderne et un boba bleu roi profond, ses cheveux naturels coiffés en une élégante tresse couronne. Tabina était assis à côté d'elle, majestueux dans son igbata blanc, l'air calme et vigilant. La salle était pleine d'impatience. Certains saluèrent sa présence d'un hochement de tête poli, tandis que d'autres dissimulaient leur scepticisme derrière des regards froids et des questions vagues. Lorsque l'ordre du jour passa au développement des jeunes, Nora se leva avec grâce et autorité. « Majesté, chef et ancien, a-t-elle commencé? Je ne suis pas ici pour remplacer la tradition, mais pour la renforcer. Notre jeunesse est le moteur de cette nation, et pourtant, beaucoup sont privés d'opportunités qui pourraient transformer leur vie. » Elle a présenté une proposition détaillée, un réseau national de mentorat qui associerait des programmes approuvés par le palais à des centres locaux. Elle a parlé de création d'emplois, de culture numérique et de soutien en santé mentale pour les communautés défavorisées. Certains membres du conseil l'ont interrompu avec des questions destinées à tester ses connaissances. Nora n'a pas bronché. Elle répondit avec clarté, statistique, expérience. Un aîné finit par se pencher en arrière et dit « Cette fille parle comme l'une des nôtres. » Les lèvres de Tabina s'étirèrent en un sourire fier. Après la réunion, Tabina la rejoignit dans le couloir du palais. « Tu as tenu cette pièce comme une reine, » dit-il doucement. Nora rit, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas facile. J'ai senti leur jugement. Il a hoché la tête. Et tu as gagné leur respect. Ce soir-là, Nora était assise sur son balcon et contemplait la lune. Ce n'était qu'une rencontre, une simple demande en mariage, mais pour elle, c'était comme briser une porte de fer. Elle avait pénétré dans des pièces autrefois jugées trop grandes pour elle. Elle n'avait pas mendié une place à table. Elle avait construit sa propre chaise et l'avait apportée. Le voyage était loin d'être terminé. Mais ce soir-là, elle avait goûté à ce que signifiait se tenir debout, non pas comme un accessoire royal, mais comme une femme visionnaire. Cela avait commencé subtilement, par un malaise lors d'une réception au conseil. Puis, une fatigue persistante qu'aucun repos ne pouvait apaiser. La reine-mère, toujours calme et autoritaire, commença à montrer des signes de faiblesse. Au début, elle pensa au stress, mais lorsqu'elle s'effondra un matin dans le jardin, les médecins du palais furent appelés. Le diagnostic fut une infection virale qui avait affaibli son système immunitaire, non mortelle mais grave. On lui ordonna de se reposer complètement. Le palais se transforma en réponse. Pour la première fois, le silence régnait dans les appartements de la reine. Sa routine s'interrompit. Et ce silence s'accompagna d'une certaine vulnérabilité. Nora, que la reine avait autrefois tenue à distance, s'interposa doucement pour lui offrir son soutien. Chaque jour, Nora s'asseyait auprès de la reine-mère, lui apportant du thé frais, lui lisant à voix haute ou lui tenant simplement la main dans les moments de fièvre et de silence. La réticence initiale de la reine s'est atténuée avec le temps. Un après-midi,
Alors que Nora ajustait ses oreillers et l'aidait à boire de l'eau, la reine murmura. « Je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes autant à moi. » Nora répondit sans hésiter. « Tu es la mère de Tabena. Tu es aussi ma famille. » Les yeux de la reine s'embuèrent, et pour la première fois, elle s'autorisa à être humaine, sans masque d'autorité, sans ordre royaux. Dans son état de faiblesse, elle avoua sa plus grande peur. « J'avais peur de perdre mon fils, peur que l'amour lui fasse oublier son devoir. Mais maintenant, je comprends que c'est peut-être l'amour qui lui rappelle ce que signifie vraiment le devoir. » Leur lien, autrefois froid et poli, commença à se réchauffer et à devenir réel. Nora n'en parla jamais à Tabena. Elle n'en avait pas besoin. Le changement se ressentait dans les gestes, la reine sollicitant sa présence au repas ou souriant à l'entrée de Nora. Lorsque Nora traversait désormais le palais, elle n'était plus seulement reconnue comme la fiancée du prince, mais commençait à être perçue comme une future reine capable de diriger avec fermeté et tendresse. Et à mesure que la reine-mère retrouvait ses forces, sa perception de Nora changea, non pas à cause d'un titre, mais grâce à une gentillesse qui ne s'apprenait pas par la toilette royale, mais se gagnait par l'amour. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre à travers le royaume. D'abord un tweet d'un blogueur royal, puis des murmures sur les étals des marchés, un mariage royal approche. Le palais, officiellement silencieux, bourdonnait de préparatifs. Du personnel supplémentaire a été embauché, les chambres ont été redécorées, les tailleurs ont été appelés. La reine-mère, désormais complètement rétablie, commença à assister aux séances de préparation avec un sentiment de contrôle retrouvé. Pourtant, derrière l'excitation, la tension persistait. Le conseil royal insista pour que certaines coutumes soient respectées avant que la date du mariage ne soit officiellement annoncée. Nora devait passer un examen de sélection, une tradition prénuptiale où la future mariée était testée sur l'histoire du palais, le protocole royal et les rites culturels. Ce n'était plus obligatoire à l'époque moderne, mais la tradition avait retrouvé un souffle sous le regard critique. Tabena protesta. C'est désuet et inutile. Elle a déjà fait ses preuves. Mais la reine-mère, bien que radoucie, est restée ferme. Ce n'est pas seulement pour Nora, c'est pour le peuple. Ils veulent être rassurés que leur future reine honore son engagement. Nora, au lieu de résister, acquiesça avec grâce et calme. Qu'il me teste. J'ai parcouru des chemins plus difficiles que celui-ci. Sa confiance était à la fois provocatrice et humble. Elle ne voyait pas la tradition comme un piège, mais comme une nouvelle porte qu'elle franchirait à sa guise. Les préparatifs pour l'examen commencèrent, convocation des anciens, récits sacrés à mémoriser, danse ancestrale à apprendre. Nora se consacra à chaque détail. En privé, cependant, le doute s'insinuait parfois. Et si elle échouait? Et si son identité heurtait trop les attentes royales? Un soir, elle s'assit à côté de Tabena sous les étoiles du jardin. « Ils veulent que je sois quelqu'un que je ne suis pas, » dit-elle doucement. « Mais je ne peux pas cesser d'être qui je suis. » Tabena lui prit la main. « Alors ne le fais pas. Montre-leur ta force, à ta façon. Non pas pour obtenir leur approbation, mais parce que tu veux que ton héritage commence par la vérité. » Nora embrassa ses doigts, s'ancrant dans ses paroles. Ce mariage, s'il avait lieu, ne serait pas seulement une union de cœur, mais un mariage de monde, et elle était déterminée à y participer sans rien laisser derrière elle. La cour royale se transforma en une arène traditionnelle, avec des auvents tapissés de tissus perlés et des tambours ancestraux résonnant en fond sonore. Les anciens étaient assis dans une arche en forme de croissant, vêtus d'igbatas flottants et de foulards, l'œil attentif. Au centre se tenait Nora, vêtue de chaînes à esseaux teints à la main, la taille ornée de perles de corail, les pieds nus sur la terre sacrée. Le procès de la mariée royale n'était pas une représentation, mais un rite. Commençait l'évocation de la lignée royale et de son histoire. Puis des questions sur les coutumes du palais. Nora répondit à chacune avec clarté et respect, mêlant savoir et humilité, celle qui avait autrefois nettoyé ses salles. Elle ne simulait pas la noblesse, elle la considérait comme un acquis, non comme un héritage. Vint ensuite l'épreuve spirituelle. Les anciens lui demandèrent de parler devant un autel ancestral, non pas pour prier, mais pour exprimer ses intentions de future reine. Nora s'agenouilla, les yeux fermés, et parla de service, de protection du peuple, d'utilisation de sa voix pour les sans-voix. Ses paroles résonnèrent, et le silence s'installa. Puis vint la danse, l'épreuve finale. Elle se mouvait avec grâce,
non pas avec l'élégance d'une princesse éduquée, mais avec l'âme d'une personne profondément ancrée dans son héritage. La foule murmurait, les anciens chuchotaient. Ce n'était pas la perfection qu'ils voyaient, c'était l'authenticité. Au son du gong final, l'atmosphère avait changé. Les gardiens de la tradition furent non seulement impressionnés, mais émus. La reine-mère resta assise en silence tout au long de la cérémonie, l'air indéchiffrable. Mais lorsque Nora s'approcha d'elle à la fin et s'inclina respectueusement, la reine se leva et lui tendit la main. Le geste était subtil, mais puissant. Nora se leva et le serra, deux générations de femmes se rencontrant non pas comme rivales, mais comme porteuses d'un héritage. Plus tard dans la soirée, tandis que les salles du palais résonnaient de musique et de festins, la reine-mère se présenta devant la famille royale et déclara avoir surmonté toutes les épreuves, non seulement par ses paroles, mais aussi par son esprit. Que les préparatifs commencent. Cette nuit-là, alors que Nora se reposait dans ses appartements, elle murmura. Je n'ai pas seulement survécu à la tradition, je l'ai honorée à ma façon. Et ce faisant, elle l'a fait sienne. La salle de banquet du palais scintillait à la lueur des bougies, ornée de soie dorée et vert foncé, reflétant à la fois la tradition et la splendeur royale. Dignitaires, chefs de la communauté et personnel du palais étaient réunis pour célébrer, non seulement une initiative réussie ou un discours public, mais aussi un moment que beaucoup attendaient avec un espoir silencieux. Nora entra au bras de Bénin, radieuse dans sa robe de velours richement brodée, avec des perles de corail autour du cou, le sourire à la fois posé et serein. Alors qu'elle prenait place à côté du prince à la table d'honneur, des murmures parcoururent la salle, une impatience collective palpable. Chacun savait que quelque chose allait se produire, mais personne n'en savait l'ampleur. Lorsque la reine-mère Iphéoma se leva, un silence complet s'abattit sur la salle. Sa présence, majestueuse comme toujours, imposait le respect. Vêtue d'un pagne fluide et d'un gui couleur de minuit, elle marchait avec son bâton de fonction et se tenait aux côtés de Nora. Le regard de la reine scrutait le visage de Nora, non pas à la recherche de faiblesse, mais pour confirmer ce qu'elle avait appris à percevoir. Cette femme, commença-t-elle d'une voix forte, a non seulement résisté, mais s'est élevée. Elle a affronté l'examen avec humilité, la tradition avec grâce et l'adversité avec une dignité inébranlable. La question n'est plus de savoir si elle appartient à cette famille, elle y appartient déjà. Puis, se tournant vers la foule, elle déclara, avec toute mon autorité et ma bénédiction, je souhaite la bienvenue à Nora Kisholm comme future reine de ce royaume. Des exclamations de surprise suivirent, puis des acclamations, puis un tonnerre d'applaudissements. Les yeux de Nora se remplirent de larmes, non seulement à cause de ces mots, mais aussi à cause des années qu'il lui fallut pour les mériter. Tibina se leva et la serra fièrement dans ses bras avant d'annoncer. Sur ce, je vous demande à tous de réserver cette date. Dans 3 lunes, un mariage royal unira héritage et amour. La salle explosa de joie. La reine-mère reprit place, l'air plus doux que jamais. Ce soir-là, tandis que la musique tourbillonnait et que les danseurs bondissaient sur la piste, Nora se tenait au bord du balcon, regardant la nuit. Le monde l'avait vue tomber, se battre et se relever. Et maintenant, ils allaient la voir couronnée. Les préparatifs du mariage ont transformé le palais en un lieu d'une beauté festive. Chaque recoin était fleuri, des artisans sculptaient des chaises de cérémonie et des tailleurs s'activaient jour et nuit pour garantir un mariage parfait entre élégance et tradition. Nora a travaillé en étroite collaboration avec le comité d'organisation, veillant à ce que la cérémonie reflète non seulement la royauté, mais honore également les racines de son parcours. Elle a choisi des tissus tissés par des femmes de son village, a embauché des jeunes de ses centres pour l'équipe de restauration et de communication, et a même suggéré qu'une partie du budget du mariage soit reversée aux bourses Stark pour les jeunes filles défavorisées. Chaque décision reflétait son cœur, royal, certes, mais toujours profondément ancré dans une mission. Par un après-midi ensoleillé, le chef Kisholm était assis avec Nora sous le dais royal, observant les ouvriers installer les lanternes. Ses yeux brillaient d'une fierté silencieuse. « Je n'aurais jamais imaginé, ma fille, dit-il doucement, que nous serions assis ici comme ça, entourés par le monde, et pourtant connectés à notre point de départ. » Nora lui serra la main d'une voix douce. « Tu m'as tout donné quand nous n'avions rien. Et maintenant, je peux perpétuer ton nom dans un héritage qui nous a autrefois exclus. » Ils sont restés un moment silencieux, respirant simplement le voyage, les scandales, les épreuves,
la transformation. Nora ne se contentait pas d'intégrer la famille royale par son mariage. Elle réécrivait ce que signifiait en faire partie. Un message surprise arriva ce soir-là, de la part de Zara. C'était court mais sincère. Felicitations, Nora. Je vous souhaite à toutes les deux amour et paix. Je suis à Paris maintenant, en train de trouver ma voie. Sans rancune. Nora fixa le message un moment, puis sourit. Elle le montra à Tabena, qui dit simplement que lâcher prise peut être une bénédiction. Alors que le soleil disparaissait sous les murs du palais, projetant une lumière dorée sur la cour, Nora murmura. Je ne survis plus seulement. Je deviens. Ce mariage n'était pas réservé à deux amoureux, mais à toutes les filles à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas suffisantes. Et Nora descendrait l'allée pour eux aussi. Le mariage royal était tout ce dont le royaume avait rêvé, et plus encore. La cérémonie commença au crépuscule, sous un ciel ouvert où les étoiles scintillaient comme des témoins antiques. Des danseurs traditionnels menaient la procession, leur rythme résonnant dans l'enceinte du palais. Nora émergea telle une vision, sa robe fusionnant élégance moderne et héritage Igbo, ornée de perles à la main, de motifs délicats et de couleurs qui racontaient son histoire. Ses cheveux étaient coiffés de tresses dorées, et ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de retenir. La foule était émerveillée, non seulement par sa beauté, mais aussi par sa dignité. Ce n'était pas un rêve de Cendrillon. C'était le couronnement d'une femme qui avait traversé le feu pour atteindre son autel. Tibena attendait à l'autel, majestueux dans un igboda blanc orné de broderies émeraudes, le cœur battant à tout rompre. Lorsque Nora l'atteignit, leurs regards se croisèrent avec une telle intensité que le monde se tut. L'officiant accueillit chacun et parla d'héritage, de résilience, d'amour librement choisi. Puis vinrent les vœux. Tabena la première. Je jure de t'honorer non seulement comme ma reine, mais comme la femme qui a changé ma vie. Tu as fait de moi un homme meilleur, et je promets de marcher à tes côtés même quand le monde tentera de nous séparer. Nora le suivit d'une voix ferme. Je jure de t'aimer sans me perdre, de servir ce royaume avec ma voix et ma vérité, et de toujours me rappeler que notre amour n'a pas commencé dans des palais, mais dans des recoins paisibles de sacrifice. Au moment où la bénédiction finale fut donnée et que leurs lèvres se rencontrèrent, des acclamations fusèrent dans le palais. Des feux d'artifice illuminaient le ciel nocturne, des tambours résonnèrent à travers la terre, et le peuple célébra, non seulement un mariage, mais une union symbolisant tout ce que leur nation aspirait à être, audacieuse, unie et pleine de cœur. Les enfants des centres de jeunesse dansèrent à la réception. Les chefs ont porté des toasts. La reine-mère, les larmes aux yeux, tenait la main du chef Kisholm. Elle est devenue tout ce que je n'avais jamais imaginé, et plus encore. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Nora et Tibena dansèrent lentement sur la pelouse du palais, le front collé, le cœur enfin en paix. La lumière du matin éclairait le balcon royal tandis que Nora, vêtue d'une douce robe de soie, sirotait du thé tandis que la ville s'éveillait à une aube nouvelle. Tibena la rejoignit, lui entourant la taille de ses bras. Ils restèrent longtemps silencieux, immobiles, respirant le calme d'une vie gagnée avec tant de combativité. « On a réussi » murmura-t-il contre sa tempe. Nora sourit. On commençait tout juste. Un coup à la porte les interrompit. C'était une équipe de la nouvelle initiative nationale de mentorat pour filles lancée par Nora, prête à discuter des prochaines étapes. Elle avait décidé de consacrer une partie de son rôle de reine à la création d'un programme national de mentorat pour les jeunes filles issues de milieux modestes, comme les siennes. Le premier projet consistait à transformer son centre de jeunesse d'origine en fondation royale. Le chef Kisholm en devint le président honoraire, tandis qu'Obiora assumait un rôle de conseillère principale, contribuant à la stratégie et au rayonnement national. En quelques mois, les inscriptions doublèrent, puis triplèrent. Nora parcourut le pays, animant des ateliers, parlant à des jeunes femmes et leur montrant que leurs rêves ne dépendaient pas de leur naissance, mais de leur conviction et de leur courage. Le palais, autrefois un lieu qu'elle redoutait, était devenu sa tribune. Et grâce à elle, il avait ouvert ses portes à une nouvelle génération. Lors d'un événement, une petite fille aux tresses et aux sandales poussiéreuses tira sur son peignoir et murmura. « Reine Nora, penses-tu que quelqu'un comme moi puisse devenir une leader, toi aussi ?» Nora s'agenouilla, prit les joues de la jeune fille en coupe et dit « Tu le es déjà. » De retour sur le balcon du palais ce soir-là, alors que le soleil déclinait et que la lumière dorée baignait le monde de chaleur, Nora et Tabena se tenaient main dans la main.
Il ne parlait ni de couronne ni de titre. Ce n'était pas nécessaire. Il parlait en silence, en souriant, en rêvant. En dessous d'eux, le royaume vibrait d'un nouvel espoir. Et au-dessus d'eux, les étoiles étaient de retour, comme lors de leur première danse, sauf que cette fois, elles ne rêvaient pas de ce qui pourrait arriver. Elles le vivaient. Ensemble. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.